Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis Isabel Rucochea. Nous sommes aujourd'hui avec la docteure Laura Garcia de la clinique Tambri, qui est la directrice médicale. Je vais vous parler un petit peu sur la Société européenne, donc, qui est une société scientifique qui est dédiée à se concentrer sur les besoins des patients. Et pour faire cela, ils, ils font des webinaires gratuits et ouverts à tout le monde en 4 langues, donc notamment français, anglais, italien et en espagnol. Donc, si vous avez manqué les webinaires, vous avez l'option à les revoir en YouTube, qui sont toujours enregistrés et donc disponibles à partir du jour suivant. Pour être au jour des suivants webinaires, de ce qui est à venir et tout cela, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. Et maintenant, on vient de proposer de nouvelles choses, donc des donations et des volontariats, notamment pour la partie transcription des webinaires en anglais, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, je vous laisserai l'information sur le chat. Nous sommes avec la docteure Laura Garcia, qui va nous parler sur comment les tests d'implantation de réceptivité endométriale peuvent améliorer le taux d'implantation et qui travaille à la clinique Tambri, qui est une clinique à Madrid dédiée à la gynécologie et au traitement de PMA depuis l'année 2000. Donc, docteur, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Isabelle. Donc, je vous laisse avec elle. Au revoir. Ok, alors on va commencer avec la présentation pour parler un peu donc de tests de la réceptivité endométriale. Comment on fait pour améliorer le taux d'implantation sur un cycle de transfert embryonnaire. Donc, le sujet abordé aujourd'hui, on va donc parler de l'endomètre. Après, on va parler de la question, le sujet de la réceptivité endométriale. En troisième situation, on va parler de la microbiome. Qu'est-ce que c'est la microbiome de l'endomètre? Après, on va discuter de l'immunologie de l'endomètre. Et après, on va faire la conclusion de cette présentation. Donc, l'endomètre, c'est la part plus interne de l'utérus où l'implantation doit avoir lieu. Sous les effets des hormones ovariennes, chaque mois, nous avons les oestrogènes qui provoquent l'épaissement de la muqueuse pour préparer la grossesse. Et aussi, après, sur la deuxième part du cycle naturel, nous avons la progestérone qui se libère de l'ovaire, du corps luteum, pour préparer l'endomètre à la grossesse, pour le faire donc réceptive et pouvoir donc avoir une implantation et une grossesse évolutive. Pourquoi l'endomètre est très important? Donc, bien sûr, ce n'est pas juste l'embryon qui a un rôle très important sur les traitements, c'est aussi donc l'endomètre, le lieu exact où doit avoir donc lieu l'implantation. Et c'est très important d'avoir un très bon endomètre au niveau morphologique, au niveau aussi fonctionnel pour maximiser le taux de grossesse. On nécessite d'une bonne épaisseur et d'un aspect de triple ligne pour obtenir les meilleures conditions d'implantation sur un cycle de FIB, aussi sur un cycle donc naturel. Donc sur les tests, les transferts de cryotransfert, on va utiliser peut-être donc l'estradiol et la progestérone sur un cycle substitutif. Et on doit aussi donc nous rappeler qu'il y a donc des autres thérapies comme les gonadotrophines qui s'utilisent pour les cycles de FIB pour stimuler les ovaires. Dans le cas où donc de endomètres réfractaires qui ne fonctionnent très bien, on les utilise.
Aussi, l'aspirine, l'aspégique, c'est quelque chose que normalement on peut utiliser pour améliorer donc l'aspect et les fonctionnements de l'endomètre, les sildenafil, etc. La réceptivité endométriale, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit de connaître la fenêtre d'implantation comme la période pendant laquelle l'endomètre est donc présent dans les meilleures conditions pour implanter l'embryon. C'est-à-dire, c'est pas dans tout donc le période du cycle où l'endomètre est réceptif à pouvoir implanter l'embryon. Cette période est courte et c'est donc toujours variable d'une patient à une autre et dépend toujours donc des effets de l'estrogen et de la progestérone et peut varier donc bien sûr avec des cycles donc substitutifs ou des cycles naturels. Environ le 30% des patients peut avoir la fenêtre d'implantation déplacée, c'est-à-dire pas tout le monde aura 5 jours après donc la progestérone un endomètre fonctionnel est capable d'implanter. Et avec le test ERA, on étude 248 gens qui impliquent donc la réceptivité de l'implantation. Pour faire le test ERA, c'est nécessaire de faire un échantillon de l'endomètre avec une biopsie endométriale sur un cycle fictif, c'est-à-dire c'est pas possible de le faire au même temps qu'un transfert embryonnaire. C'est une question donc plus fréquente dans mes patients. Et je lui dis que c'est toujours réalisable dans une mois précédente, soit avec donc un cycle naturel ou un cycle substitutif, mais surtout, je dis de le faire avec le traitement qu'on fera le cycle réel de transfert. Certains patients peuvent avoir une expression génétique différente qui peut faire une réceptivité une fenêtre d'implantation différente. Et alors, l'ERA peut donc nous aider à maximiser donc l'implantation et le meilleur moment de transfert. Pourquoi l'ERA pourrait donc être utile? Donc, les patients qui ont déjà eu de transfert avec des échecs, avec toujours des embryons de bonne qualité. Les patients qui ont déjà eu de transfert donc des embryons euploïdes qui n'ont pas fonctionné. Des patients où l'aspect échographique de l'endomètre n'est pas idéal. On recommande toujours faire l'étude de la réceptivité avant d'un transfert. Et les patients en général qui souhaitent avoir une meilleure approche de l'endomètre avant d'une potentielle première transfert parce qu'il veut donc vraiment faire les transferts individualisés pour maximiser les chances. On va parler maintenant du microbiome. Donc, le microbiome est connu comme l'ensemble de micro-organismes présents dans l'endomètre. Une microbiome endométrial normale est constituée surtout pour lactobacilles et des déviations pathogènes du microbiome dominant peuvent contribuer à l'infertilité dans le cas où ce n'est pas donc la population idéale de lactobacilles. Un microbiome endométrial anormal peut donc s'associer à échec implantatoire et échec de grossesse et résultats obstétriques défavorables comme de grossesse par exemple prémature, de rupture amniotique, etc. Nous avons donc ici donc toute la liste de micro-organismes qui s'étudient donc sur le microbiome et vraiment donc la population plus abondante doit être la population bleue, le lactobacillus. Mais vraiment nous avons donc toujours la possibilité de trouver dans cet échantillon des autres populations et on devra bien parler avec notre laboratoire pour voir si jamais on doit traiter cet microbiome avant d'un potentiel transfert.
qu'est-ce que c'est les trios, l'endométriose? Donc, c'est l'étude en combination sur le même cycle avec le test de réceptivité, l'ERA, le test EMMA du microbiome et le test ALICE pour étudier s'il y a donc des endométrites chroniques, c'est-à-dire des possibles infections qui doivent donc être traitées avec antibiotiques. Alors, dans des patients où il n'y a eu donc jamais implantation ou de grossesse biochimie à répétition, on recommande toujours faire les trios. Pour quels patients on doit faire Emma et Alice? Donc, c'est toujours pour des patients qui ont eu des chèques et aussi des patients avec fausse couche à répétition. Et pour des patients en général que même sans avoir eu de problème, elle veut faire une meilleure approche de son transfert. Par exemple, des patients qui ont eu uniquement un embryon euploïde obtenu sur un cycle de FIC-PGTA, on recommande étudier l'endomètre avant d'un potentiel transfert. On va parler maintenant de l'immunologie de l'endomètre. Alors, on sait que la recherche suggère que les cellules du système immunitaire, donc les cellules naturelles killer et des lymphocytes de matures, de utérine, peut donc jouer un rôle très important sur la capacité à avoir une grossesse ou la capacité à pas avoir une grossesse évolutive. Alors, les tests donc, de cellules NK de l'endomètre, qui peut être donc, réalisé sur une biopsie de face lutéale, c'est-à-dire à la deuxième part du cycle, peut aider à identifier des femmes présentes avec un risque élevé de chèque ou des fausses couches récurrentes. Le test immunitaire et les traitements ne sont pas nécessaires pour tous les patients. Donc, ce sont des tests et possibles traitements expérimentaux. Donc, l'évidence scientifique n'est pas 100%. Alors, c'est en deuxième ligne de test pour des patients complexes avec d'une longue expérience, d'une longue stérilité, avec donc plusieurs transferts qui n'ont pas donc obtenu une grossesse évolutive. Et donc, bien sûr, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir vraiment les altérations du NK et les possibles traitements à ces donc, bénéficiaires. Les conclusions à tenir de cette présentation. Donc, l'endomètre est super important pour les traitements de la fertilité. C'est très, très important de tenir un endomètre de bonne qualité, pas juste uniquement d'un côté échographique, mais aussi d'un concept donc, de la réceptivité et de la fonctionnalité pour augmenter le taux d'implantation. Et en plus de l'examen donc, basique de l'échographie, il est donc toujours possible de mieux comprendre la fonction et la réceptivité endométriale grâce à ces différents tests que je viens de vous introduire. Et toujours l'objectif principal est améliorer les résultats de la reproduction et diminuer le temps à la grossesse évolutive et au bébé né. Merci beaucoup de votre attention. Et maintenant, on va donc discuter avec des possibles questions et doutes que vous pouvez avoir. Excusez-moi, merci beaucoup. Donc, on va commencer avec les questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Mais pendant, moi, j'ai reçu quelques questions depuis les réseaux sociaux. Donc, je vais les publier.
Donc, quel autre test effectuez-vous lorsque les cycles de dons échouent? Quel test effectuez-vous sur la receveuse et quel sur le partenaire masculin et à quoi servent-ils? Donc, c'est une très bonne question, Isabelle. On commence toujours avec des tests masculins de le cas où ces tests n'ont pas été réalisés. Mais normalement, avant de procéder à un cycle de don de foule, comme la question disait de receveuse, on procède avant de faire le cycle de l'embryon à étudier la fragmentation de l'ADN, à étudier donc en profondité le sperme et nous rassurer que tout va bien de ce côté. Et alors, avec donc le cycle de échec, on recommande toujours le test endométrio. Étude de la cavité de l'utérus comme écho 3D, hystéroscopie, IRM et des études de coagulation et d'immunologie pour nous rassurer s'il y a quelque chose à changer dans le prochain protocole comme l'utilisation de Clexane, l'utilisation de Novenox, aspégique, corticoïdes, etc. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Dans le cadre d'une je sais pas dire, hypoplasie utérine, faut-il effectuer les tests avant un premier transfert? Ok, donc c'est aussi une très bonne question. Dans le cas d'hypoplasie utérine, si c'est donc vraiment un problème de la cavité de l'utérus, c'est pas donc vraiment il n'y a pas besoin de le faire. Mais dans le cas où c'est l'endomètre qui ne réagit pas bien donc médicaments, le PCR c'est donc moins de 6 mm, la morphologie n'est pas excellente. Alors, on recommande, on n'oblige pas, mais on recommande de nous rassurer par rapport à ça, surtout la question donc de possible endométrite, des antibiotiques à faire avant de procéder avec donc le transfert, etc. Donc, bon, on va attendre la suivante question. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc, bon, moi, j'ai reçu une autre question, donc je vais la poser. Donc, quelles sont les raisons les plus courantes de l'échec de l'implantation? Y a-t-il une relation entre l'échec de l'implantation et l'âge avancé de la femme dans le traitement par don d'ovules? Ok, donc il n'y a pas vraiment une relation entre l'âge de la receveuse et les taux de réussite. On peut trouver dans l'évidence scientifique quelques donc méta-analyses qui nous dit que avec d'âge plus avancé, il y a une réduction, mais c'est pas quelque chose de très important. Donc j'ai des patients à l'âge de 48-49 ans qui ont toujours donc un très bon succès avec un premier transfert. Donc les principales raisons d'échec, on va dire, sont toujours donc, liées à l'embryon, mais sur le cadre de don de boule, on va dire que c'est surtout donc l'adénomyose. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une situation assez fréquente sur des utérus de patients qui n'arrivent pas à implanter ou qui ont de grossesse fausse couche à répétition. Il s'agit donc d'un problème où l'endomètre est implanté sur le mur, les parois de l'utérus, sur le myomètre. Alors, dans ces cas-là, on doit faire un protocole spécifique pour essayer à diminuer le maximum possible l'activité de cette adénomyose. Et en parallèle, je dirais que des autres possibles problèmes d'implantation, c'est aussi donc toutes les questions que je viens de vous dire, donc liées à la réceptivité et les infections. Et les troisièmes, des problèmes de coagulation et d'immunologie, qu'on doit donc faire peut-être en sélection spécifique de la donneuse, ou on doit faire un traitement en parallèle, pas juste pour faire l'implantation, mais sinon pour faire donc la grossesse de maximum évolutive. Merci beaucoup. Bonjour, je me dirige vers une FIDO. Ma gynécologue ne peut pas faire de test de l'endomètre avant avoir eu des échecs de transfert. De votre côté, on peut les faire avant un premier transfert ou faut-il attendre? Donc, merci beaucoup pour cette question aussi. C'est donc une question très fréquente.
Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un impact sur les timings et l'aspect financier si on fait ce type de test avant d'un potentiel transfert. Si jamais nous avons eu disons, échec, je dirais, c'est pas nécessaire, mais il s'agit de bien expliquer à chaque patient individuellement l'option de faire ces tests. Et après, chaque patient décide si elle veut faire un transfert directement et dans le cas où il y a un échec, alors oui le faire, ou si par contre, elle veut le faire avant de venir à la clinique. Bon, moi, je n'ai plus de questions et je ne vois qu'il y a plus personne qui écrit. Donc, on va attendre un petit peu, soit qu'ils aient une question qui n'ont pas encore posée. Alors, quel est le budget approximatif de ces tests, pardon? Alors, ça dépend, mais normalement, donc, le trio, ça coûte environ 1000 euros. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, moi, je crois qu'il y en a plus de questions. De toute façon, sachez que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser à travers la page web pour que la docteure vous y réponde. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, de mon côté, donc c'est donc un grand plaisir à avoir donc vous expliquer un peu tous les possibles tests de l'anomètre. Je dirais que comme toujours, il s'agit de individualiser avec chaque patient un concret, mais surtout avec des patients du longue histoire de chèque implantatoire et de fausses couches à répétition ou de transfert de dons d'ovules qui n'ont pas donc fonctionné. Je dirais, avant de continuer toujours avec donc de transfert, nous rassurer que par rapport à l'anomètre, tout va bien. Bah, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir et on se revient bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, au revoir.